une appendicite à l'échographie, déjà il faut reconnaître que c'est l'appendice, autrement dit il faut montrer qu'il s'agit d'une structure digestive borgne, dans laquelle on ne verra pas de péristaltisme. Et ensuite les signes d'atteinte inflammatoire, c'est la paroi qui dépasse les 3 mm, l'appendice qui dépasse les 6 mm, qui devient incompressible. La compression entraîne une recrudescence de la douleur. Les signes d'atteinte de la graisse périappendiculaire, ici l'appendice et son méso, avec une graisse qui devient échogène, granitée. Éventuellement le cercolite, hyperéchogène, condom postérieur, et éventuellement épanchement liquide intrapéritonéal et abcès. Un autre exemple, une structure tubulée, borgne, des stercolites, un respect de la stratification pariétale, un épaississement de la paroi et une graisse du méso, anormalement échogène. La même chose, ici l'appendice dépasse les 8 mm d'épaisseur, on a à nouveau les stercolites, à nouveau l'infiltration de la graisse. Alors en scanner ça se présente comme ça. Donc il faut reconnaître une structure tubulée borgne, inflammatoire. Voilà, le premier passage, je remonte. Vous avez reconnu que la structure tubulée borgne est ici, qu'on la raccorde bien au sécom, qu'elle dépasse les 6 mm dont on a parlé, qu'elle est distendue par du pus, et que la graisse autour d'elle est un tout petit peu inflammatoire, avec également dans ce cas une petite iléite de contact. Il y a un petit peu d'épanchement réactionnel. La sémiologie scanographique, c'est donc une structure tubulée, borgne, à paroi épaissie, distendue par du liquide, ou bien collabée, ou bien contenant de l'air. Elle peut être associée à une infiltration de la graisse périappendiculaire, à une infiltration de la graisse de l'accollement du sécom, donc un épaississement du fascia de Tolt. Le sécom peut être lui-même inflammatoire, ce qu'on appelle une typhlite. Le grêle au contact peut être inflammatoire, donc une iléite réactionnelle. Le scanner peut également mettre en évidence le stercolite. Un autre exemple. Vous avez déjà vu l'existence d'une structure tubulée. Je remonte. D'aspect inflammatoire avec une paroi épaissie, davantage rehaussée qu'une structure digestive habituelle, dont on peut montrer qu'elle se raccorde au bas-fond sécal, ici, et elle plonge ici dans le pelvis, le long des vaisseaux iliaques externes, pour arriver au contact de l'annexe, dont on voit une réaction inflammatoire avec une plus nette visibilité du cordon veineux gonadique, par rapport à la référence des veines gonadiques du côté gauche. Voilà ce qu'il en est ça dans le plan frontal, la structure tubulée qui vient au contact de l'annexe. Un autre exemple d'appendicite qui arrive au contact de l'annexe, ce qu'on voit ici dans le plan sagittal, le stercolite, l'appendice qui remonte en arrière du sécom, au contact de l'ovaire avec son follicule. Un autre exemple d'appendice, rétrosécal, le rehaussement en cible de la paroi, l'infiltration de la graisse du rétropéritoine dans le fascia de Tolt, le stercolite, l'appendice qui remonte en arrière du sécom, autrement dit au contact du psoas, d'où la justification anatomique de ce psoïtis, des appendicites rétrosécales. Un autre exemple, SPC, le stercolite, l'épaississement de l'appendice, l'infiltration de la graisse rétropéritonéale, l'épaississement des fascias rétropéritonéaux. Une autre forme, un appendice très long, son stercolite, la graisse infiltrée et l'appendice qui vient faire saillie à l'intérieur de la cavité abdominale avec un tableau occlusif marqué. Il y a un véritable iléus fonctionnel
auquel se rajoute possiblement l'accolement dans ce grêle sur un mode davantage organique d'occlusion du grêle. Une appendicite qui remonte jusqu'au contact du foie, donc une appendicite sous-hépatique, qu'on peut confondre cliniquement avec une cholécystite aiguë par exemple. Une autre variante sous-hépatique, le stercolite, l'appendicite, qui remonte jusqu'au contact du foie. On pourrait également imaginer des symptômes urinaires. Ici, l'appendice est inflammatoire, épaissi, hyperémié. C'est valable pour l'extrémité. L'origine, les premiers centimètres de l'appendice sont moins inflammatoires, donc c'est une appendicite de l'extrémité. Est-ce que le scanner est performant? Oui. Sensibilité et spécificité sont supérieures à 90%. On se trompe en scanner chez les sujets très minces ou lorsque l'appendicite est limitée à l'extrémité. On peut également faire des faux positifs en scanner quand on confond l'appendice avec une anse digestive, à nouveau, un urétère dilaté comme en échographie, une veine gonadique thrombosée, sauf que c'est plus facile en scanner qu'en échographie, et à nouveau l'appendicite de contact, au contact d'un Crohn ou d'un annexite. Si on veut le faire de façon très schématique, quelle imagerie choisir, écho ou scanner? L'écho, ça a l'avantage d'être facilement disponible, d'être moins cher que le scan, d'économiser des rayonnements ionisants, donc la question ne se pose pas chez le jeune, et en particulier chez la femme. Il n'est pas licite de commencer directement par un scanner dans ces cas-là, d'autant que l'échographie apporte un élément clinique qui est le caractère interactif et le réveil de la douleur lorsqu'on palpe avec la sonde, qu'elle soit transpariétale ou endocavitaire, quand on palpe la structure pathologique. Le scanner est dans certaines structures facilement disponible, pas partout. L'obèse, je mets un point d'interrogation parce qu'il y a des obèses chez lesquels on voit très bien l'échographie, plus facilement que chez certains jeunes maigres, donc c'est à mon avis pas un critère pour commencer directement par le scanner. Il faut bien sûr amener les malades vers le scanner qui n'ont pas eu de réponse satisfaisante à l'échographie, notamment dans les formes rétrocécales et dans les formes compliquées localement, par exemple par un plastron. Et le scanner a l'avantage d'apporter d'autres diagnostics, notamment urinaires.